Rencontrer l'amour de sa vie, s'enfuir et se marier est un rêve partagé par la plupart des adolescentes. Caroline Crouch ne faisait pas exception. Une jeune fille de 15 ans au lycée, flattée par un pilote de 27 ans financièrement à l'aise qui survolait son école en hélicoptère, conquérant ainsi son cœur. Tous deux s'enfuirent et se marièrent, mais ce qui semblait être un conte de fées parfait allait bientôt se transformer en un meurtre qui tromperait le monde. Le mardi 11 mai 2021, à 4h30 du matin, un homme nommé Haralambos Anagnostopoulos, également connu sous le nom de Babas, fut horriblement réveillé dans son lit. À ce moment-là, il louait une maison à 2 étages dans les banlieues de Glikanera, une région en périphérie d'Athènes, en Grèce. Babas n'eut pas le temps de réagir, car 3 hommes, dissimulant leur identité avec des cagoules, l'immobilisèrent rapidement. Ils étaient armés de pistolets et n'hésitèrent pas à ligoter Babas, puis à l'entourer de rubans adhésifs. Il ne put rien faire pendant que les intrus s'en prenaient à sa femme, une jeune fille de 19 ans nommée Caroline Crouch. Tout l'incident réveilla leur fille de 11 mois, qui dormait à proximité. Les intrus, avec des accents grecs et albanais, demandaient sans cesse où se trouvait l'argent. Caroline ignorait que ce qui semblait être un vol allait devenir son propre assassinat. Caroline Crouch est née de David Crouch, un ingénieur retraité, et Suzanne de la Costa le 12 juillet 2001 à Athènes. Lorsqu'elle avait seulement 8 ans, la famille déménagea sur l'île d'Alonissos, où elle grandit. Ils s'étaient installés là-bas parce que David et Suzanne étaient tombés amoureux des paysages côtiers. Dès son plus jeune âge, Caroline a adopté la vie au bord de la mer. Elle adorait la plongée et la natation. Elle rencontra son futur mari, Babas, lors d'une procession du Vendredi Saint en 2017. À ce moment-là, Babas était un pilote commercial d'hélicoptère et Caroline n'avait que 15 ans. 3 ans plus tard, ils se marièrent au Portugal le 15 juillet 2019. Quelques jours avant son assassinat, Babas et Caroline avaient acheté un terrain. Ils avaient tous deux pour projet d'y construire la maison de leurs rêves pour eux et leur petite fille. Afin de faciliter l'achat du terrain, Caroline reçut 50 000 € en cadeau de la part de ses parents. Quant au coût de construction, le couple avait environ 10 000 € en espèces chez eux. À cette époque, le public grec avait peu confiance en les banques, car elles étaient constamment menacées de faillite. Dans ces circonstances, il était courant que la population préfère garder de l'argent liquide chez elle, une option jugée plus sûre. Caroline partageait probablement ce point de vue et ne se doutait en rien de ce qui allait se produire le 11 mai. Un appel à l'aide. Babas, Caroline et leur fille étaient tous terrifiés pendant que les intrus leur réclamaient des informations sur l'argent. Dans une tentative de mettre fin à leur souffrance, Babas leur révéla où se trouvait l'argent, caché dans un endroit inhabituel. Les intrus ouvrirent une boîte de Monopoly et prirent tout l'argent que Babas et Caroline avaient économisé pour leur maison de rêve. Mais ils ne partirent pas immédiatement. Chacun d'eux continua à fouiller de pièce en pièce, volant des bijoux et d'autres objets de valeur. Les pillards en voulèrent plus, mais Babas et Caroline avaient déjà tout donné, et dans leur désespoir et leur peur, ils supplièrent pour leur vie et celle de leur fille. Babas pouvait entendre les cris de son épouse pendant que les intrus pointaient une arme sur leur fille de 11 mois. Bien qu'il fût aveuglé, il se débattait constamment contre ses liens. Cependant, la corde autour de son cou se resserrait à tel point qu'il perdait connaissance par intermittence. Finalement, il s'évanouit et reprit conscience un peu plus tard. À son réveil, il découvrit que les hommes avaient quitté la maison. À ce moment-là, tout ce qu'il pouvait entendre étaient les pleurs déchirants de sa fille. En environ une demi-heure, Babas parvint à se rapprocher de son téléphone mobile et appela les services d'urgence avec son nez. Dès que l'appel fut pris, Babas cria à l'aide, demandant une ambulance et donnant sa position. Comme il avait du ruban adhésif autour de la bouche, toute la communication fut étouffée. L'opérateur de l'autre côté lui demanda d'expliquer ce qui s'était passé, mais tout ce que Babas put dire fut « Des voleurs sont entrés ». Cela faisait 1h30 que les intrus avaient fait irruption chez Babas et Caroline. Les premiers intervenants arrivèrent sur les lieux vers 6h du matin. En montant les marches pour entrer dans la maison, ce qu'ils virent ne pouvait être décrit que comme horrifique. À l'intérieur, le salon et la cuisine étaient complètement saccagés. Les tiroirs étaient ouverts et vidés, avec des vêtements et d'autres objets éparpillés partout. Parmi ces objets se trouvait une boîte de Monopoly ouverte, la même boîte où Babas et Caroline avaient caché l'argent.
Les premiers intervenants découvrirent également une caméra de surveillance sur le canapé du salon. Elle semblait avoir été arrachée des murs et sa carte mémoire manquait. Depuis l'escalier, pendait le cadavre d'un chiot husky blanc et marron qui avait été étranglé avec sa propre laisse. Babas fut retrouvé au sol dans la chambre principale, les yeux et la bouche couverts de rubans adhésifs qui descendaient jusqu'à son cou et les mains et les pieds ligotés dans son dos. Sur le lit, face contre terre, gisait Caroline Crutch. Leur petite fille était à ses côtés, pleurant et applaudissant tout en poussant sa mère dans une tentative de la réveiller. Caroline fut déclarée morte. Leur fille, bien que visiblement bouleversée, semblait indemne. Les premiers intervenants remarquèrent rapidement la pâleur de la peau de Caroline et déterminèrent qu'elle avait été assassinée. Babas entra dans un état de choc visible lorsqu'il fut libéré de ses liens et qu'il vit le cadavre de son épouse, la femme dont il était amoureux depuis 5 ans. Les policiers s'empressèrent de garantir la sécurité de l'enfant et commencèrent à interroger Babas. D'après son récit des événements et l'état de la scène du crime, il fut conclu que 4 hommes étaient impliqués. Les policiers déduisirent que 3 hommes étaient entrés dans la maison, tandis que le 4e montait la garde. Ils interprétèrent toute la séquence des événements jusqu'au meurtre et à la fuite de la manière suivante. Premièrement, les intrus s'étaient approchés de la maison par un chemin de terre menant à l'arrière. Deuxièmement, ils n'avaient pas réussi à entrer par la porte arrière et avaient ensuite retiré les goupilles de sécurité d'une fenêtre du sous-sol pour pénétrer dans la maison. Troisièmement, une fois à l'intérieur, ils avaient tué Roxy, le chiot husky de 7 mois de la famille. L'arme du crime, sa propre laisse. Quatrièmement, les 3 hommes étaient ensuite entrés dans la chambre principale où dormaient Babas et Caroline. Cinquièmement, ils avaient ensuite saccagé la maison et pris l'argent dans la boîte de Monopoly. Sixièmement, avant de partir, ils avaient tué Caroline en l'étouffant avec un oreiller. Enfin, comme Babas perdait et reprenait connaissance, les intrus avaient probablement pensé qu'il était mort et s'étaient enfuis, croyant n'avoir laissé aucun témoin. En ce qui concerne la mort de Caroline, il fut révélé que cela n'avait pas été instantané. La jeune femme de 20 ans avait subi une attaque qui avait duré environ 6 minutes. Les ecchymoses sur son corps montraient des signes de résistance et celles sur ses lèvres et sa langue suggéraient l'utilisation possible d'objets pointus. Aucune trace d'abus sexuel ne fut retrouvée. Enquête et spéculation. Bien que les dégâts causés à la maison du couple fussent immenses, aucune preuve concrète ne fut laissée par les intrus. La seule chose que les premiers intervenants trouvèrent dans la maison fut la cagoule de l'un des intrus. D'après le récit de Babas, il fut conclu que la cagoule avait dû tomber lorsque Babas se débattait. Ce n'était peut-être qu'un petit élément de preuve dans une affaire de cette envergure, mais le fait que la cagoule soit tombée permit à Babas d'apercevoir le coupable. Un portrait robot décrivant un individu grand, à la peau foncée et en surpoids fut réalisé, basé sur les détails fournis par Babas. Malgré son état de désorientation, Babas put également identifier 2 armes à feu utilisées par les intrus. Selon lui, l'un d'eux portait un pistolet noir et un autre une Colt argentée. Les détails de l'enquête révélèrent que les intrus avaient emporté 10 000 € en espèces et des bijoux d'une valeur de 20 000 €. De plus, la police conclut qu'il s'agissait d'un acte perpétré par des criminels professionnels qui avaient observé la famille et attendu le moment opportun pour frapper. Un porte-parole de la police déclara également que cet acte avait été d'une brutalité et d'une violence extrême, le classant comme le fait d'individus dépourvus d'émotions et dotés d'une forte personnalité antisociale. Rapidement, de nombreuses spéculations surgirent alors que les détails de l'enquête dévoilaient de plus en plus d'informations sur le meurtre. Une question essentielle se posait dans l'esprit de tous. Si le mobile était l'argent, pourquoi le meurtre était-il nécessaire ? D'autres spéculations suggéraient que les intrus étaient sous l'effet de drogue et incapables de se contrôler, ou que Caroline les avait peut-être vus ou connaissait l'un d'eux. Caroline avait résisté et s'était défendue, étant ceinture noire de kickboxing, ce qui aurait poussé les intrus à la réduire au silence pour la maîtriser. Peut-être l'alarme avait-elle été déclenchée lorsque Caroline avait commencé à crier après avoir vu que sa fille de 11 mois avait une arme pointée contre sa tempe. Bien que tout cela ne fût que spéculation, les enquêteurs étaient certains d'une chose. L'attaque avait été préméditée. Cette hypothèse reposait sur le fait que les intrus savaient que le couple gardait de l'argent liquide dans la maison. Sur cette base, la police interrogea le cercle proche de Babas et Caroline, convaincus que la bande avait reçu un tuyau. En plus de ces interrogatoires, les enregistrements des caméras de surveillance des maisons et commerces voisins furent examinés. Dans les images,
La police identifia un véhicule sombre suivi d'une moto rôdant autour de la maison du couple le matin du meurtre. L'enterrement de Caroline Crouch. Caroline Crouch fut inhumée 3 jours après son assassinat. Son lieu de sépulture était l'île grecque d'Alonissos, le même endroit dont ses parents étaient tombés amoureux et où elle avait grandi. Babas rendit hommage à son épouse en déclarant qu'il avait eu la chance de connaître Caroline, une grande chance qu'elle l'ait aimée et encore plus qu'elle soit la mère de leur fille. Il poursuivit en disant que leur fille grandirait sans se souvenir de sa mère. Babas ajouta que Caroline était la joie de sa vie et qu'elle resterait toujours près de lui à travers leur fille. Pendant que Caroline était enterrée, une voiture fut arrêtée dans le nord-est de la Grèce lors d'un contrôle de routine. À l'intérieur du véhicule se trouvait un homme de 36 ans de nationalité géorgienne, nommé Georgi Hadzivili, qui se dirigeait vers la frontière bulgare. Il avait présenté un passeport, mais il fut rapidement identifié comme étant faux. Qui était cet homme et comment était-il lié au meurtre de Caroline? Cet homme fut identifié comme étant Georgi Hadzivili, un criminel violent ayant de multiples condamnations à son actif. Il était recherché pour 12 cambriolages commis dans toute Athènes au cours des 6 derniers mois. Ce qui l'incriminait était le fait que 3 de ces crimes avaient été commis dans le voisinage de Babas et Caroline. L'un de ces cambriolages avait eu lieu en décembre, lorsque Hadzivili et 3 complices avaient fait irruption dans une maison en passant par une fenêtre arrière, exactement comme ce qui s'était passé chez Babas et Caroline. Ils avaient ensuite traîné l'occupante féminine par les cheveux et menacé de lui trancher la gorge. Pendant ce cambriolage, le groupe avait emporté 10 000 € en espèces et des bijoux. Leur prochain coup eut lieu le 7 mars, 2 mois seulement avant que Babas et Caroline ne figurent sur leur liste de cibles. Lors de ce cambriolage, ils ligotèrent 4 autres personnes, dont un couple âgé et leur femme de ménage. Leur butin, des espèces et d'autres objets de grande valeur. Si ces modèles ne suffisaient pas à le désigner comme coupable du meurtre, devinez quoi? Il présentait des similitudes notables avec le portrait robot établi à partir de la description de Babas. Les preuves accumulées contre Hadzivili comprenaient un historique de cambriolage violent, une tentative de fuite du pays et sa ressemblance avec le portrait robot. Avec tout cela, la police était convaincue d'avoir trouvé le coupable. Hadzivili fut arrêté et interrogé pendant 4 jours, au cours desquels des moyens physiques furent utilisés pour obtenir des réponses. Il fut interrogé à plusieurs reprises sur sa venue sur les lieux, sur son mode d'entrée dans la maison et sur la manière dont il avait tué Caroline. Les méthodes physiques utilisées pour obtenir des réponses le laissèrent sous le choc. Néanmoins, il maintint sa position et affirma qu'il n'avait jamais entendu parler de Caroline Crouch. Les preuves que la police détenait contre lui se révélèrent insuffisantes. Hadzivili n'était pas leur homme et il fut exonéré de toute implication dans le meurtre. En conséquence, 3 officiers de police furent rétrogradés du service des homicides d'Athènes. Poursuivant leur enquête, la police porta son attention sur un groupe de crimes organisés albanais local. Ils établirent d'abord une liste de 100 personnes, qu'ils réduisirent ensuite à 10. Ces 10 personnes étaient des individus figurant sur une liste de criminels notoires connue sous le nom de « liste rouge ». Des photos de chacun d'eux furent montrées à Babas, mais la police ne révéla aucun autre détail. L'enquête prenait plus de temps que d'habitude à être résolue, et le public commençait à perdre patience. Dans un contexte d'augmentation des crimes à caractère racial, l'information concernant l'affaire Caroline était si mince qu'une importante récompense offerte resta sans preneur. Les habitants d'Athènes vivaient désormais dans la peur, ne sachant pas qui serait la prochaine victime. Les rapports médiatiques de l'époque citaient des experts affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire ordinaire, et que si ça l'avait été, elle aurait déjà été résolue. Certains détails de l'enquête révélée indiquaient qu'aucune empreinte digitale ni ADN n'avait été retrouvée. La famille de Caroline se montrait évidemment reconnaissante pour la poursuite des recherches de justice. Babas déclara aux journalistes qu'il souhaitait que ce qui lui arrivait ne se produise à personne d'autre. Il soutint les efforts de la police et continua à comparaître devant les médias, tout cela dans le but de garder l'affaire Caroline vivante. Babas était même actif sur les réseaux sociaux, répondant aux questions et exprimant sa gratitude pour le soutien continu. Un tournant décisif eut lieu le 17 juin, 37 jours après l'assassinat brutal de Caroline. Un petit service commémoratif en son honneur se tenait à Alonissos. Ceux qui étaient revenus pleurer remarquèrent la présence d'un détective à la cérémonie. Les enquêteurs attendirent la fin de l'événement,
puis s'approchèrent discrètement de Babas, lui demandant de les accompagner à Athènes. Les détectives avaient de nouvelles informations sur l'affaire et insistèrent pour que Babas vienne afin d'identifier un suspect. Babas, ne sachant pas ce qu'il attendait, accepta. À ce moment-là, les enquêteurs avaient suivi de nombreuses pistes et analysé plusieurs détails clés de la nuit où Caroline avait été tuée. Ces détails ne concordèrent pas. Babas avait déclaré à la police que les intrus étaient entrés par la fenêtre du sous-sol, mais cette fenêtre était très petite et, avec la corpulence du supposé meurtrier décrit par Babas, il était impossible que ce fût le point d'entrée. Babas avait aussi affirmé que les intrus avaient saccagé la maison, mais les voisins avaient dit à la police qu'ils n'avaient rien entendu de tel, et les seuls bruits de cette nuit-là provenaient du chiot du couple pleurant de détresse. Il n'y avait ni maison saccagée, ni appel à l'aide, ni pleurs de bébé. La maison ne comportait aucune empreinte digitale ni ADN. Pour couronner le tout, on se demanda pourquoi les intrus auraient ligoté un homme et l'auraient laissé en vie tout en s'en prenant à une femme. Babas avait également affirmé que les intrus avaient retiré la carte mémoire de la caméra de surveillance du salon, mais les données de la caméra révélèrent que la carte avait été retirée à 1h20 du matin, plusieurs heures avant l'heure supposée à laquelle les criminels seraient entrés dans la maison. D'autres détails indiquaient que Caroline portait une montre intelligente qui surveillait son rythme cardiaque. Les relevés de son rythme cardiaque à 3h58 montraient qu'elle dormait, mais à 4h05, ils augmentèrent de 50%, signalant un stress physique et mental sévère. Les relevés de 4h11 indiquaient que son cœur avait cessé de battre. Cela se produisit avant l'heure à laquelle Babas affirmait que le meurtre avait eu lieu. D'autre part, Babas avait une application de fitness sur son téléphone portable. Les données de l'application révélèrent qu'il se déplaçait pendant qu'il était censé être ligoté. La police essaya également de recréer comment Babas avait pu appeler les services d'urgence avec son téléphone, mais personne n'y parvint. Les enquêtes policières révélèrent que Caroline avait tenté de réserver un hôtel pour elle et sa fille la nuit où elle avait été assassinée. Un message texte envoyé à une amie montrait aussi qu'elle menaçait de quitter Babas. Lorsque Babas avait rencontré Caroline, il était en vacances à Alonissos. Sa mère vivait sur l'île et enseignait à l'école de Caroline. À cette époque, Babas était charismatique, intelligent, passionné de photographie et avait une bonne situation financière. Il attira l'attention de Caroline en survolant son école en hélicoptère. Cela ressemblait à un rêve pour la plupart des adolescentes, mais dans le cas de Caroline, elle ne savait pas que ce rêve allait bientôt se transformer en cauchemar. Elle croyait qu'il formait le couple parfait et confia à sa famille qu'elle était heureuse. Babas demanda Caroline en mariage 1 an et demi après le début de leur relation. Au moment de la demande, Caroline était mineure, mais elle eut 18 ans 3 jours plus tard. Le couple échangea leurs vœux et s'installa à Glicanera. Dans les premières années de leur mariage, Caroline suivait des études universitaires à Athènes, tandis que Babas continuait de travailler comme pilote. Tous deux étaient actifs sur les réseaux sociaux, partageant la vie heureuse qu'ils semblaient mener. Sur leurs réseaux sociaux, le couple semblait être dans une relation joyeuse, pleine d'amour et de romantisme. Mais les écrits dans le journal intime de Caroline racontaient une toute autre histoire. Elle y remettait souvent en question sa relation avec Babas. En 2019, elle écrivit au sujet d'une dispute sérieuse avec Babas. Elle avait mentionné qu'elle envisageait d'aller chez sa sœur et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir continuer avec lui. Au fil de leur mariage, Babas devint de plus en plus manipulateur et quelque peu contrôlant. Ce comportement prit racine lors de leur mariage non conventionnel. Lorsque Babas et Caroline se marièrent, ils renoncèrent à l'idée d'avoir un mariage grec traditionnel qui aurait été rempli de célébrations, de familles et d'amis. Ils s'enfuirent à la place. Ce qui aurait pu sembler être un geste romantique de l'homme de ses rêves était en réalité une tentative de l'isoler. Les tentatives d'isolement se poursuivirent lorsque le couple rentra chez lui. Babas était le seul à subvenir aux besoins du ménage, tandis que Caroline n'était qu'une étudiante universitaire sans beaucoup d'argent. Suzanne, la mère de Caroline, lui envoyait de l'argent de temps à autre, mais Babas s'en emparait également. Dans son journal, Caroline écrivit « J'aime tellement Babas que je ne peux pas le quitter, même si cette relation me fait du mal. » On y trouva aussi des détails sur une confrontation en pleurs avec son mari. Elle avait mentionné vouloir quitter Babas, mais qu'étant enceinte, elle ne pouvait pas partir. Caroline écrivit « Je suis restée avec lui pour que ma fille ne grandisse pas sans ses 2 parents. » Une autre entrée, datée de juillet 2020, dans son journal disait
Aujourd'hui, ma petite a 1 mois. C'est aussi le jour où j'ai dit à Babas que je voulais partir. Je me sens horrible. Le journal faisait également référence à une maison à Athènes, située à Alandrie. Ce qui avait commencé comme un conte de fées pour Caroline s'était maintenant transformé en un gouffre. Un gouffre rempli de douleur, d'horreur, de désespoir et d'une sensation d'étrangeté. Un gouffre dont elle ne pouvait pas s'échapper, un gouffre qui finirait par la consumer. Les relevés téléphoniques, quelques heures avant son assassinat, dévoilèrent également des messages textes houleux et agressifs entre Caroline et Babas alors qu'ils se trouvèrent chez eux ensemble, témoignant de la distance et de la dysfonctionnalité de leur relation. Les enquêteurs informèrent Babas qu'il était désormais le principal suspect dans le meurtre. Ils lui montrèrent des preuves accablantes et irréfutables, révélant les incohérences dans les détails qu'il avait initialement fournis. Il fut interrogé pendant 8 heures avant de finalement craquer. Il finit par avouer, mais sa confession était pleine de mensonges. Il déclara à la police que lui et Caroline avaient commencé à se disputer le 10 mai, la veille du meurtre. Babas poursuivit en disant que le couple ne s'était disputé que pour leur fille et que Caroline était déterminée à l'emmener et à partir. Cela aurait fait perdre le contrôle à Babas, qui affirma que sa fille représentait toute sa vie. D'autres détails de cette nuit, selon Babas, furent que Caroline avait jeté la fille dans son berceau et lui avait dit de quitter la maison. Il ajouta que c'était Caroline qui avait recours à la violence physique, le frappant et le repoussant. Babas ajouta qu'en raison de cela, son jugement était brouillé. À partir de ce moment, Babas perdit le contrôle, l'étrangla, puis pressa un oreiller contre son visage de tout son poids et la tua. Un meurtre de sang-froid devant une fillette de 11 mois. Il mentionna avoir pensé à se débarrasser du corps, mais savait que cela ne serait pas possible. Peu après, il imagina l'idée d'incriminer quelqu'un d'autre. Il simula un cambriolage et, pour rendre la mise en scène réaliste, il tua même Roxy, plaça sa propre fille à côté du cadavre de sa femme et continua à se ligoter avec des cordes et du ruban adhésif. Il déclara mériter d'être puni et qu'il devait de grandes excuses à tous ceux qui l'avaient blessé. Bien qu'il crût que ses actions n'étaient pas justifiées, il tenta de rejeter la faute sur Caroline, affirmant qu'elle était devenue instable et agressive après la naissance de leur unique fille, une enfant qui devrait maintenant grandir sans sa mère, une mère qu'elle ne connaîtrait jamais, car elle avait été brutalement assassinée par l'homme qu'elle avait autrefois aimé. L'affaire fut ensuite qualifiée de meurtre qui a trompé le monde. Babas était tellement sûr de s'en sortir après ce meurtre qu'il ne prit même pas la peine de détruire des preuves cruciales. En mai 2022, il fut accusé et reconnu coupable de meurtre prémédité, d'obstruction à la justice, de mensonge aux autorités et de maltraitance animale. Selon tous les rapports, Lindsay Musgrove était une personne aimable et attentionnée, qui a obtenu son diplôme en biologie de l'université de Quinnipiac en l'année 2012. 2 ans plus tard, elle a obtenu son diplôme d'infirmière et a étudié à l'Institut des professions de la santé du Massachusetts General Hospital. Lindsay a consacré sa vie à aider les autres en tant qu'infirmière en salle d'accouchement au Massachusetts General Hospital. Elle s'est rapidement imposée comme une soignante accomplie et ses collègues adoraient travailler avec elle. Connue pour son attention aux détails et sa compassion, les patients de Lindsay la demandaient comme infirmière préférée pour leurs accouchements futurs. Sa capacité à calmer les parents nerveux et à les guider tout au long de l'accouchement était remarquable. En l'année 2016, Lindsay a épousé Patrick Clancy, un ingénieur logiciel. Seulement 1 an après leur mariage, Lindsay et Patrick ont accueilli leur fille Cora. Cora était une grande sœur aimante et attentionnée qui rêvait de devenir médecin et mère. Dawson, leur 2e enfant, né en l'année 2019, était un garçon brillant et charismatique, dont le rire et le sourire contagieux illuminaient chaque pièce où il entrait. En l'année 2022, Lindsay a donné naissance à Callen. Callen était un enfant heureux et calme, que ses parents appelèrent souvent le joyeux Callen. Lindsay, Patrick et leurs enfants vivaient dans une belle maison à Duxbury, dans le Massachusetts. La maison, achetée pour $500 000, avait tout ce qu'ils auraient pu demander. Leur arrière-cour était ornée d'une clôture blanche et d'une aire de jeu, créant le cadre parfait pour un rêve américain. Pour leurs amis et leur famille, Lindsay et Patrick
avaient ce que beaucoup considéraient comme un mariage parfait. Le couple se disputait rarement, et leur affection inébranlable l'un pour l'autre était évidente dans la façon dont ils se disaient « je t'aime » plusieurs fois par jour. Ils étaient l'incarnation d'un couple amoureux, rayonnant de bonheur et de satisfaction. Patrick était un père aimant et dévoué à Cora, Dawson et Callen. Leur lien était inébranlable. Il était toujours dans l'arrière-cour, participant à des activités ludiques avec ses 3 enfants. Pour Lindsay, il n'y avait rien de plus important que Cora, Dawson et Callen. Elle aimait être mère et pensait que l'éducation des enfants était la chose la plus gratifiante et satisfaisante qu'une personne puisse faire dans sa vie. Les photos de ses enfants remplissaient les murs de sa maison et elle partageait constamment des images d'eux sur les réseaux sociaux. Elle écrivait des publications exprimant sa gratitude et sa joie comme « Je me sens comme la maman la plus chanceuse du monde et incroyablement reconnaissante pour cette famille et cette vie ». Ceux qui connaissaient Lindsay témoignaient de son dévouement en tant que mère, la décrivant comme quelqu'un qui quittait tôt les fêtes pour rentrer chez elle auprès de ses bébés. Elle détestait vraiment les entendre pleurer, même lorsqu'elle leur apprenait à dormir. Après la naissance de Cora et Dawson, les émotions de Lindsay sont devenues accablantes. Le poids de la maternité s'est révélé être un défi significatif pour elle, et elle avait du mal à naviguer dans les eaux complexes de la maternité. Cependant, elle a déclaré sur Facebook que son expérience de la maternité avec Callen était plus calme, car elle se concentrait sur l'exercice, la nutrition et le repos. Elle prenait des mesures proactives pour prendre soin de son bien-être émotionnel. Cependant, avec le temps, Lindsay a commencé à ressentir de l'anxiété à l'idée de retourner au travail après son congé de maternité. La pression d'être mère à temps plein et de concilier sa carrière est devenue écrasante pour elle. Elle a cherché du réconfort dans diverses formes de thérapie, y compris des visites à différents centres et la prescription de plusieurs médicaments. En septembre 2022, les niveaux d'anxiété de Lindsay avaient atteint leur paroxysme. En quête de soulagement, elle a décidé de demander plus d'aide et a été évaluée au Centre pour la santé comportementale des femmes à Providence. Malheureusement, elle n'a pas été diagnostiquée avec une dépression postpartum lors de cette visite. Le 1er janvier 2023, elle a avoué à son mari Patrick qu'elle avait des pensées de se faire du mal, ainsi qu'à leurs enfants. Alarmée et inquiète, Lindsay a décidé de demander de l'aide et s'est fait admettre à l'hôpital McLean pour recevoir un traitement en santé mentale. Elle a passé les 5 jours suivants à l'hôpital, recevant les soins nécessaires. Lorsque Lindsay a été libérée de l'hôpital McLean, les médecins ont déterminé que la jeune femme ne représentait pas un danger pour elle-même ni pour les autres. Cependant, personne ne connaissait la véritable ampleur de ses luttes. Au cours du mois de janvier, Lindsay semblait aller mieux. Sa famille est sortie à plusieurs reprises dans des musées et des restaurants, et Lindsay a exprimé qu'elle n'avait plus de pensée d'automutilation. Même sa mère avait remarqué un changement dans ses messages textes, son ton semblant plus optimiste. Cependant, personne ne savait que Lindsay menait ses propres démons en secret. Le 24 janvier 2023, ces démons ont finalement pris un terrible tribut. Ce jour-là, les véritables pensées et sentiments de Lindsay sont apparus de la manière la plus dévastatrice. Le 23 janvier 2023 a commencé comme une journée normale pour la famille Clancy. Au fil de la matinée, Lindsay a emmené les enfants chez le médecin pour un examen. Sa fille Cora avait un rendez-vous de contrôle de routine avec son pédiatre. À leur retour à la maison, Lindsay a passé du temps de qualité avec ses enfants, profitant d'un après-midi à jouer dans la neige. Saisissant l'occasion pour capturer ces moments, elle a pris quelques photos et les a partagées avec son mari Patrick et sa mère. La scène heureuse dépeignait un tableau apparemment normal de la vie de famille. Ce jour fatidique, Patrick travaillait à domicile depuis le sous-sol. Vers 4 heures de l'après-midi, après que Lindsay et les enfants soient rentrés après avoir joué dans la neige, elle a cherché sur Google « Miralax pour enfants ». Elle a également utilisé Apple Maps pour calculer combien de temps il faudrait pour conduire jusqu'au restaurant Trivet près de Kingston. Lindsay a également cherché sur le site web de CVS, appelé la pharmacie à Kingston et demandé s'ils avaient du Miralax pour enfants. Elle a ensuite envoyé un message à Patrick dans son bureau au sous-sol en lui disant « Tu veux commander à emporter chez Trivet ? Je n'ai rien cuisiné, ça a été une longue journée. » Bien que Trivet soit un peu hors de son chemin, Patrick a accepté de consulter le menu et de choisir ce qu'il voulait manger. Il a opté pour le risotto au pétoncle et à la pancetta, tandis que Lindsay a choisi le bol de pouvoir méditerranéen. À 5h10,
Lindsay a appelé 3V pour passer la commande et a mentionné Patrick comme la personne désignée pour la récupérer. À 5h15, Patrick a quitté la maison et Lindsay lui a envoyé un message pour lui rappeler de récupérer les médicaments des enfants au CVS. Les caméras de sécurité ont montré que Patrick est arrivé au CVS à 5h32, mais il n'a pas obtenu de réponse lorsqu'il a essayé de demander la marque que Lindsay préférait. Une minute plus tard, à 5h34, Lindsay a finalement rappelé Patrick et la conversation a duré 14 minutes. Bien que la conversation ait semblé normale, Patrick a plus tard partagé qu'il avait eu l'impression que Lindsay faisait quelque chose pendant qu'elle lui parlait. Il faisait froid dehors lorsque Patrick est rentré chez lui à 6h, après s'être arrêté pour récupérer le dîner et les médicaments au CVS. En entrant dans la maison, il remarqua un silence inquiétant dans l'air. La maison, habituellement animée, était étrangement calme et l'absence des bruits familiers de ses 3 enfants et de sa femme Lindsay était déconcertante. La panique a commencé à s'installer dans l'esprit de Patrick alors qu'il cherchait des signes de vie dans sa maison. Lindsay et leurs enfants Cora, Dawson et Callen étaient introuvables. Son cœur battait d'inquiétude tandis qu'il appelait le portable de Lindsay à 6h09, espérant entendre sa voix de l'autre côté de la ligne. Malheureusement, il n'y a eu aucune réponse. De plus en plus inquiet, Patrick monta les escaliers jusqu'à la chambre principale. Le silence était assourdissant et chaque pas qu'il faisait résonnait dans la maison vide. En s'approchant de la porte, il remarqua qu'elle était verrouillée, ce qui était encore plus déconcertant, car Lindsay ne s'était jamais enfermée dans la chambre auparavant. Patrick tenta de tourner la poignée, mais elle ne bougea pas. Il appliqua plus de force, mais la serrure obstinée ne céda pas. Désespéré de retrouver sa femme, Patrick commença à frapper à la porte, espérant obtenir une réponse, mais il ne reçut que du silence en retour. Frustré mais déterminé, Patrick continua de lutter avec la porte verrouillée. Après ce qui sembla être une éternité, il réussit finalement à la forcer, révélant une scène qui resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Du sang maculait le sol et le rebord de la fenêtre, et un couteau ensanglanté reposait sinistrement sur la table de chevet de Lindsay. La vue envoya un frisson dans le dos de Patrick, qui reconnut immédiatement que quelque chose d'indescriptible s'était produit dans la chambre. En marchant vers le rebord de la fenêtre ensanglantée, Patrick regarda dehors et vit sa femme Lindsay, allongé sur le sol de l'arrière-cour. Son cœur battait de peur tandis qu'il composait frénétiquement le numéro d'urgence, courant en bas et à l'extérieur pour rejoindre Lindsay. Patrick trouva Lindsay allongée sur le dos dans la cour, son corps trempé de sang. Elle avait des coupures visibles au cou et au poignet, à peine consciente mais respirant encore. La panique s'empara de lui tandis qu'il tentait désespérément de comprendre la situation. « Qu'as-tu fait ?» lui demanda-t-il d'une voix tremblante de peur. D'une voix étrange et distante, Lindsay répondit qu'elle avait essayé de se suicider et qu'elle s'était jetée par la fenêtre. Alors que l'esprit de Patrick était envahi par la confusion et l'inquiétude pour la sécurité de leurs enfants, il dut poser la question impensable. Où étaient leurs 3 petits ? Lindsay répondit froidement « Dans le sous-sol ». Patrick resta à l'extérieur avec Lindsay jusqu'à l'arrivée des policiers et des ambulanciers, restant au téléphone avec l'opérateur du 911 tout le temps. L'opérateur put entendre la tension dans la voix de Patrick tandis qu'il racontait la sombre situation et restait aux côtés de sa femme. Les ambulanciers arrivèrent rapidement sur les lieux et commencèrent à évaluer l'état de Lindsay. Ils travaillèrent sans relâche pour la stabiliser et lui fournir les soins médicaux nécessaires. Pendant ce temps, les pensées de Patrick étaient entièrement accaparées par l'inquiétude pour ses enfants. Tandis que les ambulanciers s'occupèrent de Lindsay, Patrick décida de chercher ses enfants, toujours au téléphone avec l'opérateur du 911. Il retourna dans la maison, son cœur battant de peur en descendant les escaliers vers le sous-sol où Lindsay avait dit que se trouvèrent les enfants. À chaque pas, Patrick appelait « les enfants », espérant qu'ils lui répondent. Mais il n'y eut aucune réponse. En arrivant au bas de l'escalier, l'atmosphère devint tendue et inquiétante. Le silence était assourdissant et une sensation de terreur envahissait l'air. Soudain, l'opérateur du 911 entendit un cri, comme si quelqu'un ou quelque chose était en agonie. En entrant dans le sous-sol, Patrick découvrit ses 3 enfants, Cora, Dawson et Callen, inconscients sur le sol. Chacun des enfants avait une bande élastique fermement enroulée autour du cou. La panique s'empara de Patrick lorsqu'il demanda immédiatement de l'aide. Il supplia ses enfants de se réveiller et de respirer, sa voix emplie de désespoir. Il cria aux policiers qui étaient en haut, en train d'aider Lindsay. En quelques minutes,
les officiers descendirent les escaliers et furent témoins d'une scène horrifiante. 3 enfants innocents, inconscients et inertes, gisant immobiles sur le sol froid. En plein chaos et confusion, Patrick prononça les mots « Elle a tué les enfants », en référence à son épouse Lindsay. Avec chaque mot, son désespoir se transforma en angoisse en réalisant l'étendue de l'acte inimaginable de sa femme. Cora, sa fille de 5 ans, et Dawson, son fils de 3 ans, furent déclarés morts sur place. Le bébé Callen, âgé de seulement 7 mois, était encore en vie, mais ses blessures étaient graves. Malgré les efforts de l'équipe médicale, le petit succomba à ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital, avec son père à ses côtés, le tenant dans ses bras alors qu'il rendait son dernier souffle. Les événements tragiques qui se sont déroulés en moins de 20 minutes avaient détruit le monde de Patrick, le laissant dévasté et désespéré de réponse. Lindsay, quant à elle, fut transportée à l'hôpital Brigham and Women's de Boston pour être soignée pour les blessures qu'elle avait subies en sautant par la fenêtre et en tombant de plus de 6 mètres dans une tentative de se suicider. Elle fut accusée de 3 chefs d'accusation de meurtre, 3 chefs d'accusation d'étranglement ou de suffocation, et 3 chefs d'agression avec une arme dangereuse. Quelques jours après ces horribles événements, Patrick Clancy a exprimé ses sentiments sur une page GoFundMe créée pour lui et sa famille. Malgré une douleur et un choc inimaginables, il a fait preuve d'amour et de pardon envers son épouse. Cependant, il a admis que le choc et la douleur de toute cette épreuve étaient implacables, laissant sa famille dans un état de profond chagrin. La campagne GoFundMe, établie pour couvrir les frais associés aux funérailles de Cora, Dawson et Callen, a reçu un généreux soutien du public. Cependant, de nombreuses personnes ont exprimé leur inquiétude, estimant que, en contribuant à la campagne, elle finançait effectivement la défense de Lindsay, ce qui a suscité des controverses et des préoccupations quant à la possible mauvaise utilisation des fonds. Les avocats de Lindsay ont ensuite clarifié que leurs honoraires juridiques n'avaient pas été payés par la campagne GoFundMe. Ce sont ses parents qui se sont chargés de couvrir ses frais. Malgré la controverse autour de la campagne, elle a réussi à récolter plus d'1 million de dollars. Toutefois, à ce moment-là, la campagne n'acceptait plus de dons, car elle avait atteint son objectif. Lors d'une brève audience tenue le 3 février 2023 au tribunal de district de Plymouth, un juge a accordé une demande de l'avocat de Lindsay pour que la police renonce aux règles de sécurité à l'hôpital Brigham and Women's de Boston, où Lindsay était patiente. La demande visait à permettre à un psychiatre médico-légal de l'évaluer pour des symptômes de dépression post-partum. Les avocats de Lindsay ont fait valoir que ses blessures auto-infligées avaient laissé sa mobilité extrêmement limitée et qu'elle ne représentait pas une menace pour qui que ce soit. L'avocat de Lindsay a également affirmé qu'elle avait été victime d'une surmédication horrifiante de médicaments prescrits. Parmi les médicaments énumérés par son avocat figuraient Klonopin, Valium, Ativan, Zoloft, amitriptyline, mirtazapine, Prozac, des stabilisateurs de l'humeur tels que l'Amictal et Seroquel, ainsi que la buspirone, l'hydroxyzine et l'Ambien. 13 médicaments au total lui avaient été prescrits au cours d'une période de 4 mois pour traiter des troubles de l'humeur, l'anxiété et la psychose. Selon les avocats de Lindsay, l'un des effets secondaires de la surmédication avec ces médicaments était une intention suicidaire et homicide. L'avocat estimait qu'une évaluation approfondie par un psychiatre médico-légal était nécessaire pour déterminer l'étendue de ses symptômes et les risques potentiels associés à son régime médicamenteux. Le procureur du comté de Plymouth a peint un tableau vivant des actions de Lindsay, alléguant qu'elle avait agi avec une extrême atrocité et cruauté, défiant ainsi l'affirmation de la défense, selon laquelle son état mental postpartum et les médicaments prescrits avaient joué un rôle dans ses actes homicides. Au cours des procédures judiciaires, Lindsay est restée silencieuse dans une chambre d'hôpital, observant attentivement à travers un moniteur les détails de cette affaire tragique qui se déroulait devant le tribunal. Une déclaration de non-culpabilité a été présentée au nom de Lindsay. Lorsque Lindsay Clancy a commis l'acte atroce de tuer ses 3 enfants, elle a commis un filicide, l'acte délibéré de tuer ses propres descendants. Selon le docteur Philippe Resnick, un psychiatre spécialisé dans le domaine du filicide, il existe 5 raisons principales pour lesquelles un parent pourrait commettre cet acte. Un motif surprenant derrière le filicide est le sentiment d'altruisme. Dans certains cas, les parents peuvent sentir qu'en mettant fin à la vie de leurs enfants, ils les libèrent de la souffrance ou préviennent un avenir tragique.
Ce motif est difficile à comprendre, car il va à l'encontre de l'instinct naturel des parents de protéger et de soigner. Une autre raison possible du filicide est la psychose aiguë. Avec des troubles de santé mentale tels que la schizophrénie ou le trouble bipolaire, les individus peuvent ressentir des délires ou des hallucinations qui les amènent à percevoir leurs enfants comme des menaces ou des sources de danger. Dans ces cas, la perception de la réalité est altérée et ces parents peuvent croire qu'ils sauvent leur enfant du mal en mettant fin à ses jours. Dans d'autres cas, les parents peuvent avoir des regrets ou des remords d'avoir eu des enfants. Ils peuvent ressentir de la déception, de la frustration, voire de la haine envers leurs enfants. Ce sentiment peut s'intensifier au point où le parent ressent le besoin de prendre des mesures drastiques pour éliminer l'enfant. La violence physique peut également être un facteur déclencheur du filicide. Lorsque les parents soumettent leurs enfants à des abus physiques graves ou continus, cela peut créer un environnement toxique où l'enfant devient la victime et le parent l'agresseur. Dans les cas les plus graves, le parent peut éprouver un certain soulagement après avoir blessé physiquement son enfant, ce qui peut conduire à l'acte final du filicide. Le filicide peut aussi se produire dans le contexte de la vengeance conjugale. Dans certaines situations, un parent se sent trahi, abandonné ou maltraité par l'autre parent, et il dirige alors sa colère vers son enfant. En faisant du mal ou en tuant leur enfant, ces parents cherchent à se venger ou à exercer un contrôle sur leur partenaire, montrant ainsi l'étendue de leur désespoir et de leur frustration. Le cas de Lindsay Clancy a soulevé des questions fondamentales sur la dépression post-partum, la psychose et le comportement homicidaire. Ses avocats ont soutenu qu'une combinaison de psychose post-partum et de surmédication était responsable de ces actes. Après l'accouchement, les niveaux d'hormones dans le corps d'une femme chutent rapidement, ce qui provoque des changements chimiques dans le cerveau et des sautes d'humeur. Ce processus naturel, connu sous le nom de période postpartum, peut causer des sentiments d'épuisement, de perte d'énergie, des pensées intrusives de se faire du mal à elle-même ou à son bébé, des troubles du sommeil et une variété d'autres défis physiques et émotionnels. Cependant, la psychose postpartum est une condition bien plus sévère et dangereuse qui affecte la perception de la réalité de la mère. Cette condition touche environ 1 à 2 femmes sur 1000 après l'accouchement et se caractérise par une perte soudaine et grave de la lucidité. Les symptômes peuvent inclure des délires, des hallucinations, de la paranoïa, des sautes d'humeur rapides et des pensées désorganisées. Au cours de l'enquête sur le meurtre des 3 enfants de Lindsay Clancy, les détectives ont découvert une entrée dans son journal, datée du 25 octobre 2022. Cette entrée, écrite plusieurs mois avant le crime, révélait des pensées troublantes sur son état mental dans les jours précédant les meurtres. Dans cette entrée, Lindsay exprimait de la frustration et du ressentiment envers ses enfants, en particulier envers Cora et Dawson. Lindsay écrivait qu'elle ressentait parfois du ressentiment parce que ses 2 aînés l'empêchaient de s'occuper de Callen comme elle l'aurait souhaité. Elle manifestait également son mécontentement lorsqu'ils revenèrent de l'école, affirmant que leur mauvaise énergie semblait la contaminer. Lindsay expliquait se sentir déprimée, ses émotions négatives affectant ses enfants. De plus, les enquêteurs ont découvert que seulement 4 jours avant les meurtres, Lindsay avait effectué une recherche sur son téléphone portant sur la question « Peut-on traiter un sociopathe ?» Elle avait également cherché des moyens de tuer. La révélation selon laquelle Lindsay entretenait du ressentiment envers ses enfants et qu'elle avait cherché des informations sur comment commettre un crime aussi horrible fut profondément troublante. Lors d'une audience en octobre 2023, il fut révélé que les analyses toxicologiques avaient détecté la présence de certains médicaments dans le système de Lindsay. Les rapports indiquaient qu'il lui avait été prescrit des antidépresseurs, des antipsychotiques, des sédatifs et un anticonvulsif, tous retrouvés à des niveaux thérapeutiques. Le ministère public s'est concentré sur la démonstration que Lindsay avait prémédité les meurtres et avait agi de manière délibérée. Ils ont soutenu que la présence des médicaments dans son système n'avait joué aucun rôle dans ses actes, car elle avait déjà pris la décision de tuer ses enfants. De plus, la synchronisation et les niveaux des médicaments corroboraient leur théorie selon laquelle Lindsay avait agi avec un esprit clair, sans altération due aux médicaments. En 2024, Patrick Clancy a terminé le marathon de Boston au nom de ses enfants, collectant des fonds pour l'hôpital pour enfants de Boston. Pendant ce temps, Lindsay, qui attendait son procès pour le meurtre de ses enfants, restait hospitalisée et suivait son traitement à l'hôpital de Tewksbury. Aujourd'hui, elle est décrite comme étant paralysée de façon permanente.
Le cas tragique de Lindsay Clancy a mis en lumière des questions cruciales sur la santé mentale maternelle, la responsabilité médicale et les effets dévastateurs de la surmédication et de la psychose non diagnostiquée. La disparition de Mike Williams dans le lac Séminole a choqué et déconcerté la nation. Les circonstances mystérieuses entourant sa disparition sont restées non résolues pendant des années, sans laisser de pistes ni d'indices sur ce qui s'était passé. Sans pistes ni indices, l'affaire semblait destinée à rester non résolue indéfiniment. Cependant, la vérité a finalement été révélée dans un tournant des événements surprenants, laissant tout le monde incrédule. Mike Williams était un homme plein de vie et promis à un bel avenir. Né sous le nom de Jerry Michael Williams, il était connu sous le prénom de Michael ou Mike. Il a grandi au nord de Tallahassee, en Floride. Ses parents ont fait de nombreux sacrifices pour que lui et son frère aient la possibilité d'assister à la North Florida Christian High School, une prestigieuse école privée. Pendant ses années de lycée, Mike a prospéré. Il s'est activement impliqué dans le conseil des étudiants et a joué au football. C'est à cette époque que Mike a développé une passion profonde pour la chasse aux canards. Grâce à cet intérêt, il a rencontré son meilleur ami de toujours, Brian Winchester. Une autre personne est entrée dans la vie de Mike au lycée, Denise Morel. Denise disait souvent à ses proches qu'elle savait qu'elle voulait se marier avec lui dès le moment où elle l'a rencontré. Leur relation s'est épanouie et ils sont devenus inséparables. Après avoir obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, Mike a poursuivi ses études à la Florida State University où il s'est spécialisé en sciences politiques et en planification urbaine. Malgré ses engagements universitaires, Mike trouvait toujours du temps pour Denise et leur amour mutuel devenait chaque jour plus fort. Mike a ensuite entamé une carrière professionnelle réussie. Un groupe d'expertise l'a embauché en tant qu'expert en biens immobiliers. Les propriétaires de l'entreprise louaient le dévouement et le travail acharné de Mike, affirmant qu'il était l'homme le plus travailleur qu'ils avaient jamais connu. Le 17 décembre 1994, Mike a épousé sa petite amie de lycée, Denise Morel, lors d'une magnifique cérémonie de mariage. 4 ans plus tard, Mike et Denise ont accueilli leur fille dans le monde. Mike était un père incroyablement dévoué, totalement obsédé par sa petite fille. Au fil des ans, Mike a commencé à penser à l'avenir. Il a dit à sa mère et à son frère que lui et Denise voulaient agrandir leur famille. Ils avaient de grands projets, comme des vacances à Hawaï, des voyages en Jamaïque pour le travail et la construction d'une base solide pour leur famille en pleine expansion. Mais le 16 décembre de l'année 2000, tout a changé. Mike est parti chasser les canards sur le lac Séminole et n'est jamais rentré à la maison. Ce 16 décembre-là, Mike Williams, âgé de 31 ans, a quitté son domicile vers 3 heures du matin pour une expédition de chasse aux canards de routine. Le lac Séminole, situé au nord-ouest de Tallahassee, en Floride, est un vaste réservoir formé par la rivière Apalachicola. Le réservoir est un endroit populaire parmi les chasseurs. L'épouse de Mike, Denise, attendait impatiemment son retour, car le couple avait prévu de célébrer son anniversaire de mariage à Apalachicola ce soir-là. Lorsque Mike n'était toujours pas rentré à midi ce jour-là, Denise a contacté ses amis et sa famille pour savoir s'ils avaient des informations sur son sort. Un des amis les plus proches de Mike, Brian Winchester, et son père ont décidé de se rendre sur la zone où Mike avait l'habitude d'aller chasser les canards. Ensemble, ils ont localisé le Ford Bronco de Mike près d'une rampe de mise à l'eau isolée sur le lac Séminole, mais il n'y avait aucune trace de Mike. Alarmés par l'absence de pistes ou de signes, les proches de Mike ont contacté la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC. Les agents de la FWC ont agi rapidement, déployant un hélicoptère pour survoler les 12 000 hectares du lac à la recherche de Mike ou de son bateau. Malheureusement, aucune trace de lui n'a été trouvée. Au fil du temps, les spéculations ont grandi parmi les proches de Mike. Ils se demandaient s'il avait pu tomber du bateau ou si celui-ci avait percuté une souche d'arbre dans le lac, le piégeant sous la végétation aquatique. Ce scénario semblait plausible, car l'eau du lac Séminole est peu profonde et parsemée de nombreuses souches d'arbres, ce qui en fait un danger potentiel pour les navigateurs. Un jour après la disparition de Mike, le 17 décembre, son meilleur ami Brian a fait une découverte choquante. Brian a trouvé le bateau de Mike non loin de la rampe de mise à l'eau où se trouvait son véhicule.
Dans le bateau se trouvait le fusil de chasse de Mike, toujours dans sa housse, ainsi que les leurres et les gilets de sauvetage. Cette découverte a soulevé encore plus de questions concernant la disparition de Mike. Les agents qui ont examiné la scène ont noté que Mike n'avait même pas commencé à chasser les canards avant de disparaître. La mystérieuse disparition de Mike Williams sur le lac Séminole a laissé la communauté de Tallahassee choquée et inquiète. Denise, l'épouse de Mike, peinait à faire face à l'impact émotionnel de sa disparition. Elle était accablée par le chagrin et fondait souvent en larmes lorsque des amis venaient lui rendre visite. Chaque jour qui passait faisait diminuer l'espoir de revoir Mike sain et sauf. Les fêtes approchant, la mère de Mike s'est rendue sur le lac le soir de Noël. Un mince espoir l'a envahie alors qu'elle se tenait sur la rampe de mise à l'eau où Brian avait trouvé la voiture de Mike. Elle avait l'impression que Mike n'était pas perdu dans le lac, mais qu'il était peut-être toujours en vie. Cependant, les agents de la FWC étaient convaincus que Mike s'était noyé. Ils expliquèrent que son corps finirait par remonter à la surface, mais cela n'arriva jamais. 10 jours après le début des recherches pour retrouver Mike Williams, une casquette de chasse a été trouvée flottant sur le lac Séminole. La casquette, identifiée comme appartenant à Mike, était un indice important dans l'affaire. Le meilleur ami de Mike, Brian, a confirmé que cette casquette lui appartenait, fournissant des preuves corroborantes sous forme d'une photo de Mike la portant. Cette révélation a renforcé la croyance que Mike se trouvait toujours dans le lac. Cependant, la découverte d'une casquette de chasse flottant dans l'eau a ajouté un élément troublant à l'enquête. En dépit de sa beauté, le lac Séminole était infesté de centaines d'alligators. Cette nouvelle a soulevé la possibilité qu'un alligator ait emporté Mike dans l'eau et caché son corps sous un tronc. Bien que cette théorie semblait intrigante, elle n'a pas été acceptée par tout le monde. Par exemple, la mère de Mike a exprimé son scepticisme. Elle avait une peur profonde des alligators, tout en sachant que son fils était passionné par la chasse aux canards. Cependant, Mike lui assurait toujours qu'il ne chassait que par temps froid lorsque les alligators sont inactifs. Malgré son inquiétude, la mère de Mike s'accrochait à la conviction que son fils était toujours en vie. Elle croyait qu'il aurait réussi à s'échapper s'il avait rencontré un alligator. Sa foi inébranlable lui donnait de la force et de l'espoir. Les recherches de Mike se poursuivaient dans l'espoir que des indices sur son sort finiraient par émerger. Au fil des mois, les recherches ont progressivement diminué. Mais en juin de l'année 2001, un pêcheur a trouvé une paire de bottes de chasse flottant sur le lac. Cette découverte a ravivé l'intérêt pour l'enquête et relancé les recherches de Mike. Des plongeurs ont été appelés pour inspecter et explorer le fond du lac. Ils ont finalement récupéré une veste légère de chasse ainsi qu'une lampe de poche, des objets appartenant à Mike. Cependant, il y avait quelque chose de curieux concernant ces découvertes. Les bottes, la veste et la lampe de poche ne présentaient aucun signe d'avoir été dans l'eau pendant une longue période. De plus, aucun ADN n'a été retrouvé sur ces 3 objets, ce qui indiquait que Mike ne portait peut-être pas ces articles au moment de sa disparition. Malgré l'absence de preuves concluantes, un juge de Tallahassee a déclaré Mike décédé et a signé un certificat de décès indiquant la noyade comme cause de la mort. La mère de Mike, dévastée par la perte de son fils, se posait de nombreuses questions sur les objets retrouvés dans le lac. Elle sentait que quelqu'un avait pu planter ces objets pour détourner l'attention de la vérité sur ce qui était réellement arrivé à Mike. Cependant, avec la déclaration officielle du décès de Mike, le tribunal a autorisé son épouse, Denise, à avancer avec les réclamations des polices d'assurance vie de Mike. En conséquence, Denise a reçu une somme considérable de plus d'1 million de dollars. Alors que tout le monde semblait accepter la version selon laquelle Mike s'était noyé dans le lac, sa mère refusait de croire que c'était le cas. Elle était déterminée à obtenir des réponses et à découvrir la vérité sur la disparition de son fils. La mère de Mike a pris des mesures proactives dans sa quête de réponses, y compris en placardant des avis de disparition avec la photo de Mike dans toute la ville de Tallahassee, en payant pour des annonces sur des panneaux publicitaires pour attirer l'attention sur sa disparition et en portant une pancarte indiquant « Mon fils est porté disparu, aidez-moi à le retrouver ». Malgré ses efforts, la mère de Mike a rencontré de la résistance de la part des autorités. Elle a écrit des lettres aux autorités locales et étatiques, mais ils ont insisté sur le fait que des alligators avaient probablement dévoré le corps de Mike après sa noyade. Cependant, la mère de Mike restait convaincue qu'il y avait plus derrière la disparition de son fils que ce qui était dit. Finalement, en février 2004, le département d'application de la loi de Floride, FDLE,
a ouvert un dossier sur la disparition de Mike Williams et a assigné une équipe de détectives pour enquêter sur l'affaire. Les détectives ont commencé par examiner les efforts de recherche initiaux et interviewer toutes les personnes impliquées dans cette recherche. Au cours de l'enquête, l'une des découvertes les plus significatives faites par les détectives du FDLE fut l'existence de plusieurs polices d'assurance-vie sur la tête de Mike. Son meilleur ami, Brian Winchester, qui était également agent d'assurance, avait rédigé une de ces polices seulement quelques semaines avant la disparition de Mike. De plus, les détectives ont remarqué que Brian, le meilleur ami de Mike, s'était marié avec l'épouse de Mike, Denise, en septembre 2004. Ce développement a ajouté une nouvelle couche de suspicion à l'affaire. Beaucoup ont trouvé cette situation étrange, et des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Denise et Brian pourraient être impliqués dans la disparition de Mike. Bien que les détectives aient soupçonné Denise et Brian, ils n'ont pas pu trouver suffisamment de preuves pour porter des accusations contre eux. Malgré l'absence de pistes viables générées par le FDLE, la mère de Mike a continué à se battre sans relâche pour son fils. Ces efforts incessants ont finalement conduit à ce que la populaire série télévisée sur les crimes réels, Disappeared, consacre un segment à l'affaire Mike à la fin de l'année 2011. À partir de 2012, la mère de Mike a commencé à écrire une lettre par jour au gouverneur de Floride de l'époque, Rick Scott, lui demandant de confier l'enquête à une autre agence que le FDLE ou de nommer un procureur spécial. Un procureur spécial est une personne ou une entité désignée pour enquêter et poursuivre une affaire spécifique, généralement lorsqu'il y a un conflit d'intérêts au sein du bureau du procureur régulier. La mère de Mike a exprimé ses inquiétudes quant à la manière dont le FDLE gérait l'affaire et soulignait la nécessité d'une nouvelle perspective pour découvrir la vérité. Bien qu'elle ait envoyé près de 200 lettres, la mère de Mike n'a jamais reçu de réponse du bureau du gouverneur. Plus tard, elle a découvert que toutes les lettres qu'elle avait envoyées avaient été redirigées vers le siège du FDLE où elles étaient restées non ouvertes. Cette découverte a rendu la mère de Mike furieuse, car elle sentait que personne ne prenait ses inquiétudes au sérieux ni ne montrait d'intérêt à retrouver son fils. En 2011, une nouvelle piste a émergé dans la recherche de Mike Williams. Une médium et profileuse criminelle autoproclamée a réexaminé l'affaire et a identifié une localisation possible du corps de Mike. Elle a fourni aux enquêteurs les coordonnées d'un autre embarcadère dans le comté de Wakulla. Des chiens renifleurs ont été utilisés pour inspecter la zone, mais aucune preuve n'a été trouvée. Malgré l'absence de résultats, la médium restait convaincue qu'il se dirigeait dans la bonne direction. Cependant, selon les autorités de l'État, en 2011, la médium n'a pas trouvé de preuves supplémentaires justifiant une enquête plus approfondie. Cependant, en 2012, la veuve de Mike, Denise, s'est séparée de son époux de l'époque, le meilleur ami de Mike, Brian Winchester. Alors que le mariage de Denise et Brian se délitait, un secret longtemps gardé a commencé à émerger, jetant une lumière sur ce qui s'était réellement passé avec Mike sur le lac Séminole, près de 10 ans plus tôt. Denise a demandé le divorce à Brian en 2015. La procédure de divorce a été difficile, Denise et Brian exprimant frustration et déception. Cependant, c'est l'addiction sexuelle de Brian qui a finalement conduit à la dissolution de leur mariage. Denise a affirmé qu'elle ne pouvait plus supporter l'infidélité constante et qu'elle demandait le divorce pour mettre fin à cette torture. En août 2016, un an après que Denise a déposé sa demande de divorce, Brian a décidé de prendre les choses en main. Denise ne savait pas que Brian l'avait suivie alors qu'elle se rendait au travail à la Florida State University. Alors qu'elle parlait au téléphone avec sa sœur, Denise a remarqué que Brian s'était caché sur le siège arrière de sa voiture. La panique s'est emparée d'elle en réalisant qu'elle était en train d'être enlevée. Sans hésiter, Brian lui a arraché le téléphone et lui a ordonné de conduire. Denise a d'abord hésité, ne voulant pas céder à ses demandes, mais lorsque Brian a sorti une arme à feu, elle a rapidement compris qu'elle avait peu d'options et a commencé à conduire. Denise a suivi les instructions, espérant que la situation se résoudrait d'elle-même. Selon Denise, Brian a justifié ses actions en disant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a expliqué qu'elle avait ignoré ses appels et messages, le forçant ainsi à prendre des mesures extrêmes. Tandis qu'ils poursuivaient leur trajet, Brian a ordonné à Denise de se rendre dans un autre endroit. Cependant, au lieu de suivre ses demandes habituelles, Denise a pris la décision de s'arrêter sur le parking d'une pharmacie, sachant qu'il s'agissait d'un endroit sûr et public. Sur le parking, Denise et Brian ont eu une conversation tendue.
Brian a exprimé son désespoir et son angoisse, affirmant qu'il n'avait plus rien à perdre s'il divorçait. Il a assuré à Denise qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Denise écoutait attentivement les paroles de Brian, essayant de le calmer et de comprendre son état d'esprit. Elle lui a assuré qu'elle se souciait de lui et qu'elle voulait l'aider autant que possible. Au fur et à mesure que la conversation progressait et que Brian se calmait, Denise a accepté de le ramener à l'endroit où il avait laissé sa camionnette dans un parc voisin. Avant de sortir de la voiture de Denise, Brian a sorti un drap beige, une bâche en plastique, une bouteille de spray de Javel et plusieurs outils du véhicule de Denise. Bien que Brian ait affirmé n'avoir aucune intention de lui faire du mal, Denise avait le sentiment qu'il avait un autre plan en tête pour elle. Bien que Denise ait promis à Brian qu'elle ne contacterait pas la police, dès qu'il a disparu de sa vue, elle a immédiatement conduit au poste du shérif. Brian a été arrêté peu après et inculpé de kidnapping, vol à main armée et violence domestique. Denise a demandé une ordonnance de protection, informant la cour qu'elle craignait pour sa vie et celle de sa fille. En conséquence, il a été ordonné que Brian soit détenu sans possibilité de libération sous caution. Le 19 décembre 2017, Brian a été condamné à 20 ans de prison et à 15 ans de liberté conditionnelle. Pendant l'audience de Brian Winchester, la disparition de Mike Williams n'a pas été abordée. Cependant, en coulisses, de nombreuses manœuvres étaient en cours, car Brian Winchester avait conclu un accord avec les détectives 2 mois auparavant. Il avait accepté de fournir des informations sur ce qui était réellement arrivé à Mike Williams le 16 décembre de l'année 2000 au lac Séminole, en échange d'une immunité contre les accusations liées à la disparition de Mike. Lors d'un entretien enregistré, Brian a confessé aux détectives qu'il avait entamé une relation extra-conjugale avec Denise le 13 octobre 1997 à l'insu de leurs conjoints respectifs, y compris Mike. Selon Brian, Denise avait clairement indiqué dès le départ qu'elle ne divorcerait jamais de Mike. Les détectives ont appris que pour Denise, il était extrêmement important de maintenir les apparences et qu'un divorce aurait représenté une tâche majeure sur sa réputation irréprochable. Cependant, bien que Denise souhaitait être avec Brian, elle refusait de quitter légalement son mariage avec Mike. En conséquence, Brian a déclaré que Denise avait commencé à évoquer l'idée de tuer Mike et de faire en sorte que cela ressemble à un accident. Ce plan lui permettrait de continuer sa relation avec Brian tout en préservant son image publique. Denise voulait se débarrasser de Mike et également éliminer la première épouse de Brian. Cependant, Brian a nié avoir eu l'intention de tuer sa première épouse, la mère de ses enfants. Au lieu de cela, il a demandé le divorce. Au départ, Brian et Denise avaient élaboré un plan pour assassiner Mike dans son bureau et faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné, mais ils ont finalement décidé de mettre en scène un « accident de chasse ». Le jour de la disparition de Mike, Brian l'a emmené sur le lac Séminole pour chasser les canards. Une fois dans le bateau, Brian a encouragé Mike à enfiler ses bottes de pêche. Selon Brian, ce qui s'est passé ensuite était une situation de panique. Tandis que Mike était dans l'eau, il luttait pour rester à flot et essayait de grimper sur un tronc d'arbre. Brian a décrit comment lui-même et Mike étaient dans un état de frénésie, Mike s'accrochant désespérément au tronc, se battant pour sa vie. Dans un moment de désespoir, Brian a pris le fusil de Mike et lui a tiré une balle en plein visage. Étant donné que Brian l'avait tué d'un coup de feu au lieu de le laisser se noyer, comme il l'avait initialement prévu, il n'y avait plus moyen de faire passer la mort de Mike pour un accident de chasse. Après avoir assassiné son meilleur ami, Brian a traîné le corps de Mike dans le bateau, l'a chargé dans son camion et a conduit jusqu'à un endroit isolé près d'un lac dans le comté de Léon, où il a enterré le corps de Mike. Brian a affirmé qu'après cela, lui et Denise ont réduit l'intensité de leur relation amoureuse afin d'éviter de susciter des soupçons. Il a également expliqué que la raison pour laquelle il avait été arrêté pour avoir kidnappé Denise en 2016 était qu'il craignait qu'elle ne révèle la vérité sur la disparition de Mike après leur divorce. Les enquêteurs ont suivi les indications de Brian et se sont rendus à l'endroit où il affirmait avoir enterré le corps de Mike. À cet endroit, les enquêteurs ont trouvé des restes humains qui, grâce à des tests médico-légaux, ont été confirmés comme appartenant à Mike Williams. Cette avancée dans l'affaire a fourni un certain apaisement à la famille de Mike, car il a été révélé que Mike n'était pas porté disparu, mais qu'il avait été tragiquement assassiné. Lorsque la mère de Mike a appris la vérité sur ce qui était arrivé à son fils, elle a été stupéfaite de découvrir que l'épouse de son fils et son meilleur ami avaient conspiré pour le tuer. Le 8 mai 2018, Denise a été arrêtée en sortant de son lieu de travail.
Après la découverte du corps de Mike, elle a été inculpée de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. Denise a plaidé non coupable et son procès a débuté le 10 décembre 2018. Le principal témoin à charge contre elle était son ex-mari, Brian Winchester. Durant son témoignage, Brian a décrit en détail comment le meurtre avait eu lieu sur le lac, comment Mike s'était accroché à un tronc avant d'être abattu et tué. Cette révélation a été un choc pour la mère de Mike, qui n'avait jamais entendu ces détails auparavant. Il a été particulièrement difficile pour elle d'apprendre que son fils avait été au milieu d'un lac glacial, criant à l'aide, et qu'elle n'avait pas pu être là pour le sauver. Cette information était quelque chose avec laquelle elle allait devoir lutter pour s'en remettre. Le procès de Denise a duré 4 jours, et le jury a délibéré pendant 8 heures avant de la déclarer coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge a condamné Denise à la prison à vie après sa condamnation pour meurtre. 5 mois après sa condamnation, les biens de l'héritage de Mike, qui avaient été attribués à Denise, ont été transférés à leur fille, née de leur union. Pour éviter d'être poursuivie pour 3 chefs d'accusation de fraude à l'assurance, Denise a accepté de transférer ses biens au nom de sa fille. Cependant, dans le cadre de cet accord, la fille de Mike et Denise a dû accepter de ne pas utiliser ses fonds pour payer les frais juridiques de sa mère. Si elle enfreignait cette condition, elle serait tenue de restituer 150 000 $ à l'État. En janvier 2020, Denise a fait appel de sa condamnation et de sa peine. Son avocat a soutenu que la Cour d'appel du 1er district de Floride devrait annuler la condamnation, arguant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver son implication dans le meurtre de son premier mari. Quelques mois plus tard, en novembre, la Cour a annulé la condamnation de Denise pour meurtre, mais a maintenu celle de complot en vue de commettre un meurtre. Denise reste incarcérée au Florida Women's Reception Center, tandis que Brian Winchester purge sa peine pour kidnapping à la Wakulla Correctional Institution. Depuis que Mike Williams a été assassiné en l'année 2000, sa mère n'a eu aucun contact avec sa petite fille. Cependant, Denise a clairement indiqué à la mère de Mike que si elle tentait de rouvrir une enquête criminelle sur la disparition de Mike, elle ne reverrait jamais sa petite fille. En 2023, la mère de Mike a exprimé son souhait de voir sa petite fille et de lui dire à quel point son fils était incroyable et combien il l'aimait. Cependant, selon des sources, les deux sont toujours éloignés. Les raisons de cette séparation ne sont pas entièrement claires, mais il est regrettable qu'elle n'ait pas pu se réconcilier. La disparition de Mike Williams sur le lac Séminole a été une histoire tragique d'amour et de trahison, mais aussi un témoignage de la foi inébranlable de sa mère. Malgré des années de recherche et d'innombrables revers, elle n'a jamais perdu l'espoir que son fils était toujours en vie. Sa détermination et sa foi inébranlable sont un puissant rappel du lien éternel entre une mère et son enfant. L'affaire Mike reste un rappel glaçant des dangers d'un amour mal orienté et des efforts qu'une mère est prête à déployer pour garder vivante l'espoir de retrouver son enfant.